Bonjour et bienvenue dans le Club Le Figaro Culture pour le dernier numéro de la saison. Je demanderai cette semaine à mes 4 invités quelles sont leurs recommandations culturelles de l'été, quels sont les festivals de musique classique ou de rock, les expositions, les séries, les films, les romans, les bandes dessinées à ne manquer sous aucun prétexte et surtout pas celui du temps qui manque. Le Club Le Figaro Culture spécial été 2025, c'est tout de suite après le générique. Bonjour Thierry Ilérito. Bonjour Jean-Christophe. Vous êtes critique musicale au Figaro. Bonjour Pascaline Potvin. Bonjour. Vous êtes chef de service culture au Madame Figaro. Bonjour Olivier Delcroix. Vous êtes rédacteur en chef aux pages culture du Figaro. Et bonjour Stéphanie Belpèche. Bonjour Jean-Christophe. Vous êtes reporter culture au Journal du Dimanche. Quel beau plateau pour ce dernier numéro de la saison. Alors vous le savez, surtout si vous avez lu le guide des festivals et le guide culturel du Figaro Magazine il y a quelques semaines, l'été en France, c'est la saison des festivals et je connais au moins 2 personnes sur ce plateau qui trépignent d'impatience à l'idée de faire la route des festivals. Ils l'ont d'ailleurs déjà commencé, n'est-ce pas Thierry Lériteau? Parce que là, vous revenez tout juste d'Orange, vous allez repartir à Aix. Exactement, tout à fait. Vous me cueillez entre 2 festivals. On a de la chance de vous avoir. Oui, bravo, bien joué. Non, effectivement, pour nous, c'est le début de la saison, là, si on peut dire. Donc là, vous étiez à Orange ce week-end. Exactement, au Corrigie, là, ce week-end. Plus vieux festival de France. Il faut le rappeler quand même, 156 ans, 1869. Né avec un opéra, l'opéra Joseph de Méhul. Voilà, et festival qui existe encore. Et c'est pas toujours le festival le plus fréquenté par les plus fins mélomanes parfois ont plus l'habitude de se déplacer à Aix, mais c'est un festival qu'il ne faut vraiment pas bouder, parce que c'est un festival qui a gardé quand même une aura très populaire et dans lequel on peut entendre encore les très grandes voix du moment. C'était le cas hier soir, parce qu'il y avait Anna Netrebko qui chantait... Dimanche soir, oui. Dimanche soir, puisqu'il y avait Anna Netrebko qui chantait dans le Trouvert, version de concert absolument divine, absolument magnifique. Donc voilà, ça fait partie de ces beaux événements et passer d'Orange à Aix, ouais. Et surtout qu'Anna Netrebko était un petit peu curieusement snobée pendant 2 ans, ou peut-être qu'elle est russe d'origine, enfin russo-autrichienne, alors que les Russes ne veulent plus entendre parler d'elle et qu'ils la considèrent comme une traîtresse à la patrie, mais les Américains ne voulaient plus d'elle non plus, au prétexte qu'elle était russe. Absolument, alors elle fait son grand retour, alors elle a commencé à revenir il y a déjà 2 ans justement, c'est Jean-Louis Grinda qui est maintenant le directeur des Corrigés d'Orange, oui, qui était à l'époque directeur de l'orchestre de l'Opéra de Monte-Carlo, qui avait été le premier à la faire revenir en 2022 et après les autres ont suivi assez rapidement, donc elle a déjà rechanté à l'Opéra de Paris et c'est vrai que la saison prochaine va être la saison de son grand retour, on va la voir absolument partout, aussi bien à la Scala de Milan, Covent Garden à Londres, à l'Opéra de Vienne, au Théâtre Royal de Madrid, on la revoit à l'Opéra de Paris où elle revient pour le bal masqué, donc voilà, ça va être son année. Ouais, c'est vraiment l'année de son retour et c'est tant mieux parce que la voix est absolument au meilleur de sa forme, c'est les grandes années Netrebko, notamment chez Puccini, dans le vérisme et chez Verdi. Et c'est d'ailleurs exclusivement ce répertoire-là qu'elle va chanter la saison prochaine. Donc elle se fait plaisir, et elle fait plaisir surtout au public et aux auditeurs, parce que c'est vrai que le timbre est absolument somptueux et la technique, c'est incroyable. Alors qu'effectivement, elle n'a pas chanté pendant quelques mois quand même, après l'invasion de l'Ukraine, et la technique n'a pas bougé. Elle est capable d'aigu-filer totalement fou, et elle a un contrôle de son vibrato qui, je pense, pourrait faire pâlir un certain nombre de grandes chanteuses d'aujourd'hui. Donc c'est un retour heureux. Et jusqu'au 25 juillet, les Corrigies, il y a encore du Verdi, je crois, au programme. Il y a encore du Verdi, il y aura La Force du Destin, version concert aussi, avec une autre Anna, cette fois-ci Anna Pirozzi, mais qui est aussi une merveilleuse chanteuse verdienne. Un profil d'ailleurs assez amusant, parce qu'elle avait commencé en chantant dans les pianos-bars, elle a commencé assez tard, 25 ans, seulement le chant lyrique. Mais c'est une formidable chanteuse qu'on avait pu entendre à l'Opéra de Paris, justement, en même temps qu'Anna Netrebko, quand elle est revenue en 2022. Elle l'avait remplacée le temps d'une soirée, et puis elle avait joué en alternance ensuite avec elle. Et puis, les choristes termineront le 25, alors avec un petit pas de côté, puisque ce sera le Liverpool Oratorio de McCartney, voilà, qui était un pas de côté de McCartney, qui date du début des années 90, qui a assez peu été repris depuis, et que les choristes se font grand plaisir à reprendre.
cet été pour refermer cette édition 2025. Et vous avez mentionné Aix-en-Provence tout à l'heure. Aix-en-Provence, c'est évidemment le grand festival lyrique de ce début d'été et de l'été tout court en France. Festival qui est dans une situation un peu particulière, parce que évidemment son directeur Pierre Audi est décédé il n'y a pas longtemps, le 3 mai dernier, à seulement 67 ans, donc c'est vrai que sa disparition a pris tout le monde de court. Donc on est pour l'instant dans l'expectative de savoir qui lui succédera. Le processus de candidature a été lancé. Jusqu'à maintenant, il y a une quarantaine de candidatures a priori qui sont arrivés. Il y a quelques noms qui commencent à circuler par-ci par-là, mais on sait que les profils sont très différents. On a aussi bien des directeurs d'opéra, directeurs de festivals, que des artistes. Donc évidemment, on attend de voir un petit peu ce qui sortira du chapeau. Mais en attendant, il y a cette édition 2025 que donc Pierre Audi avait concoctée, tout à fait, qui est d'ailleurs donnée en hommage à Pierre Audi. Et voilà, avec quelques moments forts. Oui, quelques moments forts, quelques productions à voir. Le grand mantra de Pierre Audi, c'était de dire qu'il fallait 4 piliers au Festival d'Aix. Il fallait un Mozart. Donc là, cette année, c'est Don Giovanni, avec une première mise en scène d'un Britannique, Robertic. Il fallait un baroque. Là, ce sera la Callisto de Cavalli. Ça va être une redécouverte intéressante, je pense, pour un certain nombre d'auditeurs. Porté par Sébastien Dossé, le claveciniste, exactement. Qui dirige depuis le clavecin. Oui, tout à fait. Et qui est quand même un grand ambassadeur du baroque en France aujourd'hui. Et aussi quelqu'un qui soutient beaucoup les jeunes voix et les jeunes talents. C'est le baroque vénitien. On retrouvera notamment dans le rôle titre de la Callisto Laurent Oliva, qui est une des révélations de ces dernières années et même de ces derniers mois. Ensuite, il disait qu'il faut un grand titre du répertoire dans le style vériste. Alors cette année, c'est Louise de Gustave Charpentier, pas confondre avec Marc-Antoine, un titre qu'on connaît un peu moins que les grands Verdi ou que les grands Puccini, mais qui est un titre absolument magnifique, pas assez donné, donc qu'il faut absolument aller voir vraiment dans l'esprit un peu de Zola, très, très naturaliste, qui mélange le Paris ouvrier et le Paris de la Bohème. Et un contemporain, et cette année, c'est La Biche aux 9 bijoux, qui est une co-création entre Peter Sellars et puis une compositrice israélienne qui est issue de l'IRCAM. Voilà, donc ça fait quand même un assez beau panorama, très varié. Il y a de quoi y trouver son compte. Et peut-être un ou deux petits festivals, puisque là on parlait de grosses machines. Oui, alors quelques petits festivals, et y compris des nouveaux festivals, parce que c'est aussi paradoxal que ça puisse paraître dans ce contexte budgétaire un petit peu particulier et un petit peu sombre. On crée encore des festivals en France, et on en crée encore même beaucoup, et ce sont majoritairement aujourd'hui des artistes, des jeunes artistes qui créent ça. Nous, dans le classique, c'est un mouvement qui s'est imposé ces dernières années. Et parmi les petits coups de cœur, je citerai volontiers le festival que crée Julie Fuchs. Elle crée ça chez elle, dans son petit village dans le Gard, à Saint-Bonnet-du-Gard. C'est 850 habitants à l'année, je crois. Ça va se passer au milieu des champs sur 4-5 jours. Nos jours heureux, ça s'appelle. Un titre prometteur. Ça va mêler le classique, l'opéra, la milonga, qui est une autre de ses passions. Donc une belle invitation. Et puis autre coup de cœur, beaucoup plus tôt celui-ci. Alors celui-là existe depuis quelques années, mais c'est un vrai beau festival. C'est le festival de Vauvenargues. C'est juste à côté d'Aix-en-Provence. Ça démarrera d'ailleurs sur la fin du festival. Et c'est Bilal Alnem, qui est un jeune violoniste d'origine syrienne, qui a créé ça. C'est une très jolie histoire, parce qu'il avait été plus ou moins porté par le festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Il avait pu faire venir sa famille syrienne, toute sa famille syrienne, au village de Vauvenargues, où il y a, vous savez, c'est le château de Picasso, qui était la résidence de Picasso. Et en remerciement au village qui avait accueilli sa famille, il a décidé de créer ce festival qui maintenant commence à vivre assez bien depuis quelques années. Donc c'est un bel exemple de réussite, parce que c'est pas le tout de créer des festivals, mais après encore faut-il les pérenniser, et ces jeunes artistes arrivent à le faire. Donc ça vaut le coup de les soutenir. Très bonne nouvelle. Pascaline, un peu plus de musique, un peu plus contemporaine. Oui, contemporaine dans un autre registre, des festivals pop, rock, chansons, rap, électro. Il y en aura aussi beaucoup cet été en France, comme chaque année. On peut retrouver toujours un peu la même programmation à droite à gauche. Mais c'est pour ça que moi, je me fais un petit focus. Je pense que j'irai au Festival Rock en Seine, donc, qui est certes à Paris, qui est un incontournable de la rentrée des classes, on va dire, qui rend peut-être la rentrée des... À Saint-Cloud, pardon, qui rend peut-être la rentrée des classes justement un peu plus douce, on va dire. Je le trouve très bien cette année, parce que la programmation
y a des choses qu'on ne voit pas ailleurs et elle permet un peu de revenir sur les albums sortis cette année. Si on veut avoir un espèce de digest de tout ce qui est sorti de pas mal en rock indé, notamment cette année, c'est plutôt cool d'aller là-bas. Notamment donc, la tête d'affiche Chapel Roan, je crois que c'est son unique concert en France en 2025, qui est une des grandes sensations pop américaines de l'année, qualifiée un peu trop vite à mon goût de nouvelle Kate Bush, mais en tout cas qu'elle mérite d'avoir un univers pop très réussi, des chansons très bien faites, très fédératrices, et qui va vraiment promettre, je pense, du grand spectacle sur scène. C'est un festival dans lequel on va retrouver des valeurs sûres du rock indépendant qui vont des Queen of the Stone Age, Vampire Weekend, Fountains DC, donc de rock anglais, Kruang Bin aussi, qui est un groupe que j'aime beaucoup. Irlandais, Fountains DC. Irlandais, pardon. Oula, décidément. Je généralise trop. C'est la fin de l'année. On va avoir des ennuis. Il est temps d'arrêter. Temps de tout arrêter. Niqab aussi, irlandais, non? Pardon? Niqab aussi. Alors Niqab, effectivement, je voulais parler de ce groupe-là, qui fait polémique en Angleterre parce que c'est un groupe de... C'est pas irlandais, c'est des Irlandais. C'est des Irlandais, oui, qui chantent, pardon, en irlandais et qui ont des positions pro-palestiniennes qui leur ont attiré pas mal de foudre en Angleterre. En Angleterre, on considère qu'ils tiennent des propos pro-terrorisme. Bon, après, je laisse le jugement de... Ouais, je crois que même le Premier ministre... Voilà, le Premier ministre a pris position. Ils ont été à Glastonbury. La BBC a refusé de retransmettre leur concert en direct. Mais en tout cas, à écouter, c'est du rap irlandais très très nerveux et très très dynamique. D'ailleurs, je sais pas, Olivier, il y a un film... Il y a un film qui est sorti aussi. Semi-documentaire. Ouais. Donc ça fait partie des groupes de l'année. Moi, je trouve ça toujours intéressant. Et puis plein de nouveautés aussi. Brian Magic Tears, qui est un groupe français psychédélique vraiment bien. Plein de chanteuses aussi. Les Liminanas. Les Mianas, moins nouveaux, mais voilà, les Mianas qui sont super. Voilà, moi, je parlais de Kruang Bin, un groupe américain de rock assez instrumental, un peu tropicaliste, mais c'est un peu vite fait de dire ça. En tout cas, très très beau à voir sur scène. Bref, il y a beaucoup de choses. De l'électro aussi, Valeurs Sûres, Justice, nostalgiques sont... Ah, mais c'est un grand retour. Hein. Grand retour de Justice qui est revenu cette année. Mais aussi un groupe, un anglais comme Floating Points aussi, qui est à la fois mathématicien et DJ dans la vie. Voilà, il y a plein de choses. C'est une valeur sûre, rock en scène. Il y a eu des années quand même moins inspirées, je trouve, dans la programmation. Et cette année, je trouve que c'est vraiment une très belle édition. Ben voilà, ça nous fait quelques festivals. Oui, et puis surtout, j'allais dire, ce genre de festival, il faut arriver tôt. Il ne faut pas hésiter à faire ce pourquoi on vient faire les festivals. Maintenant, avec la toute-puissance des têtes d'affiche, les gens ont tendance à venir, moi, je viens voir tel concert, et puis 2-3 autres, entre 3 bières et 2 galettes saucisses. Non, il faut vraiment y aller pour les bonnes raisons. Parce qu'il y a plusieurs scènes, hein, c'est ça Il y a plusieurs scènes, j'ai même oublié le nombre, peut-être 5, je crois. Ouais. Il faut y aller tôt et se laisser porter, même quand on ne connaît pas les groupes, quand on n'est pas les artistes. Je crois qu'il y a une scène aussi découverte. Y aller, se laisser porter, c'est toujours comme ça qu'on a une ou deux bonnes surprises. Et je trouve que là, la programmation cette année donne l'occasion d'avoir de belles surprises. Voilà. Eh bien voilà, quelques festivals pour tout type d'oreilles, entre les choix de Thierry et de Pascaline. Il y a aussi beaucoup d'expos qui continuent. Tous les musées ne ferment pas cet été. Stéphanie et Olivier, Stéphanie, je crois qu'il y a aussi pas mal d'expos photos dont vous avez envie de parler. Oui, tout à fait. En fait, déjà, le Festival des rencontres d'Arles commence cette semaine. Ah oui. Donc jusqu'à octobre, je crois. Madame Figaro est partenaire. Il prolonge. On va décerner le prix de la photo Madame Figaro, comme tous les ans, jeudi soir, à une jeune photographe prometteuse. Ah oui. Voilà. Et donc dans le sillage, effectivement, il y a beaucoup d'expositions photos qui valent vraiment le coup d'œil cet été, en plus de bénéficier de la climatisation des musées. Non mais c'est vrai. Là vous êtes allés tous à aller au musée Mayol pour voir la grande rétrospective Robert Doisneau. C'est la mairie du 7e, c'est tenu ça. Ah, non mais vraiment ça vaut le coup d'œil parce que sur une bibliothèque photographique de 450 000 négatifs. Ils en ont gardé 400, donc on imagine la difficulté du choix. Le tri, Voilà.
parce que c'était quand même un artiste prolifique. En miroir, c'est étonnant, avec Henri Cartier-Bresson, l'année dernière, à Landerneau, sous la houlette de Michel-Édouard Leclerc, qui avait fait une très belle rétrospective aussi. Et du coup, c'est marrant parce qu'ils étaient à la fois contemporains, mais complètement opposés dans leur démarche. Alors que Henri Cartier-Bresson, lui, il était toujours en train de vouloir saisir l'instant sans préparer, même s'il pouvait repérer des lieux intéressants. Robert Doisneau, lui, avait recours à la mise en scène. Bien sûr. Mais ça n'empêche que c'est vraiment formidable. Et il n'y a pas que le baiser de l'Hôtel de Ville, en 1950, dont on sait que c'était 2 comédiens à l'époque voilà, qui posaient. Mais voilà, je trouve que toutes ces scènes de rue avec les enfants, c'est vraiment extraordinaire. La manière dont tout est toujours en mouvement, en fait. Il y a énormément d'énergie. Et aussi, il a pénétré beaucoup d'ateliers d'artistes. Et notamment Pablo Picasso. Enfin, c'est rare quand même quand on a de la documentation photo d'ateliers d'artistes. Et lui, il y a énormément contribué. Et pas des moindres, hein. Genre Nicolas de Staël, Picasso, enfin voilà. Donc tout le monde lui ouvrait sa porte. Niki de Saint-Phal allait au Grand Palais et à l'hôtel de Caumont à Aix-en-Provence, parce qu'il y a cette grande rétrospective en 2 endroits. J'en profite pour faire cette parenthèse. Mais donc voilà. Et côté expo photo, il y en a d'autres, en effet. Donc ça, c'est Doisneau. Alors pardon, c'est jusqu'au 12 octobre, donc musée Mayol, Doisneau. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme expo photo? Alors, il y a Raymond Depardon au Mémorial de la Shoah. Alors là, bon, c'est pas tout à fait la même ambiance, vous pouvez vous imaginer. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un reportage photo qui avait été fait en 1979, une commande de Paris Match, qui souhaitait effectivement faire un cahier dédié à la Shoah. Sauf que le réalisateur de documentaire et photographe, membre de l'agence Magnum, est parti sur place pendant 2 semaines, et ce qu'il a vu l'a sidéré, parce qu'il était en hiver, donc en fait tout le paysage est enneigé, vide. Donc du coup on a l'impression que c'est silencieux, le temps s'est arrêté, et il découvre en gros les vestiges sous la neige. Et en plus il a réussi à réquisitionner un hélicoptère pour faire des vues du ciel qui rendent compte pour une des premières fois de l'immensité du périmètre d'Auschwitz-Birkenau, donc puisque c'est le camp qu'il a sillonné. Et la scénographie est assez implacable, c'est-à-dire les photographies recouvrent entièrement les murs. C'est des tirages monumentaux. Donc assez glaçant, en effet, on se dit on a vu X fois ces images, mais malgré tout, je trouve que c'est assez puissant, et voilà, ça remet les choses à leur place. Et puis, peut-être, une dernière expo photo. Et un petit peu plus ludique, aux Franciscaines de Deauville, qui est un lieu extrêmement dynamique, un lieu culturel qui est vraiment, vraiment très, très bien. Il y a une grande rétrospective Pierre et Gilles. Alors là, c'est coloré, pétillant, joyeux. Pierre et Gilles, quoi. Voilà, mais tout en traitant des sujets plus durs, hein, comme... la guerre, le sida, la mort. Et effectivement, leur marque de fabrique, c'est de convoquer anonymes, mais aussi les stars. Nous, on est curieux de voir dans quelle posture ils vont installer les stars et dans quel décor. Et là, en l'occurrence, c'est un décor maritime. Donc il les a toujours fascinés. Donc Pierre, le photographe, et Gilles, le peintre, qui travaillent à 4 mains et qui font une œuvre assez unique en son genre, mais vraiment, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et c'est tout l'été, même à l'automne, parce que c'est jusqu'en janvier, Monde marin. Et puis une expo qui va beaucoup plaire à Pascaline à Landerneau. Vous avez écouté tout à l'heure. Le fond, Hélène et Édouard Leclerc. Tout à fait. C'est vraiment un beau lieu, déjà, je trouve, ce musée qui n'accueille uniquement que des expositions temporaires et pour une longue durée, donc ce qui est bien, parce qu'on peut faire l'aller-retour pour aller en profiter. Et là, pour une fois, exposition thématique, qui est un risque, m'a-t-il dit, parce que souvent, quand on fait des grandes monographies, forcément, les vacanciers, les touristes ou même les gens du village s'y rendent plus volontiers. Là, c'est un pari.
autour de la figure de l'animal, qui est sans doute un des motifs les plus représentés. C'est pas très risqué, animal. Non, mais c'est pas forcément pour un public familial. Oui, voilà. Vous verrez, voilà, parce qu'il y a des œuvres, peintures, sculptures, installations d'art contemporain, vidéos, même des extraits de films. Et voilà, et c'est incroyable le nombre de chefs-d'œuvre. L'animal, depuis la préhistoire, c'est le motif le plus représenté. Quand les hommes préhistoriques qui représentaient les chevaux. Archimboldo. Oui, absolument. Il y a Spider de Louise Bourgeois, bien sûr. Oui, il y a tout. Oui, non, mais ils ont obtenu des prêts extraordinaires. Et j'en étais la première surprise parce que c'est des prêts d'envergure, comme pourrait se le permettre le musée du Louvre, par exemple. Et tout le monde a fait confiance, des États-Unis, en France, en parlant le Louvre, le musée d'Orsay. Enfin, vraiment, là. Je trouve que c'est une belle réussite et c'est une expo assez foisonnante, thématique et on aime se perdre en fait dans le dédale et d'un coup on a une surprise, il y a un Léonard de Vinci, vous voyez, et là on se dit mais quoi ? Voilà. Mais non. Mais si, il y a d'après Léonard de Vinci, mais non, mais c'est vrai. En fait, on se perd là. Imiter, mais non. Si, c'est vraiment super. Ouais, c'est tout l'été, bien entendu. Olivier, on a parlé d'un drôle d'animal, mais sur deux pattes, qui s'appelait Corto Maltese. Oui, donc surtout, effectivement, je vais rester dans les embruns maritimes de Pierre et Gilles, parce qu'effectivement, je suis allé visiter l'expo à la Saline Royale d'Arc-et-Senans. Il n'y a pas beaucoup d'embruns maritimes là-bas, en vrai. Eh ben, au départ, ça c'est vrai, c'est sûr, c'est un paysage en rond, comme ça, incroyable. Claude Nicolas Ledoux. Voilà, qui est absolument magnifique. Et c'est vrai qu'on se sentirait vraiment, on se sent hors du temps dans cette architecture futuriste, mais qui date du 18e. Fin 18e et Louis XV. Ouais. Et c'est prodigieux, Arc-et-Senans. Voilà, et j'ai vraiment été complètement bluffé par le travail qu'ils ont effectué autour de la figure de Corto Maltese, donc inventé... imaginé par ce cher Italien Hugo Pratt en 1967. Et voilà, on est plongé dans des planches originales qui vont très bien au teint de cette espèce d'étrange bâtiment en rond comme ça, où finalement, quelque part, j'avais plus envie de parler du bâtiment que de l'expo de Corto Maltese, parce que je connais Corto Maltese un peu par cœur, alors que ce paysage près de Besançon, cette saline royale m'a sauté aux yeux, et j'ai eu un peu la sensation d'être hors du temps, un peu comme quand je suis allé visiter Port-Mérion, qui était le fameux village au Pays de Galles où s'est tournée la série Le Prisonnier dans les années 60. Et je suis sorti de là complètement bluffé. Et c'est thématisé ou c'est... Là, c'est vraiment, oui, ils ont thématisé à la fois le marin, Hugo Pratt, le créateur, et puis ensuite son féminisme à lui, donc toutes ces héroïnes qui sont extraordinaires. Les aventureuses. Voilà, Pandora, enfin, et tout est parfaitement mis en valeur. Et non, c'est magnifique, hein, c'est une très belle expo dans un écrin fabuleux. Et qui dure jusqu'au 9 novembre. Je vous propose qu'on passe aux écrans, petits et grands. Thierry Lériteau, c'est pas forcément votre spécialité, mais je suis sûr que vous regardez la télé et que vous allez un peu au cinéma. On va forcer votre nature un peu. Oui, alors le cinéma c'est compliqué, mais bien sûr, les petits écrans, ça arrive qu'on les regarde. Alors je suis tombé, ça n'a rien à voir cette fois-ci avec mon domaine, mais je suis tombé récemment sur une série sur Netflix, je crois, qui s'appelle The Residence, qui est une série en forme de polar. Alors c'est Shonda Rhimes qui est derrière ça, donc c'est la grande diva de la série populaire américaine. Mais la série est très bien faite. C'est vraiment dans l'esprit d'un couteau tiré. Je ne sais pas si vous aviez vu ces deux films avec Daniel Craig. En fait, l'intrigue se passe pendant un dîner d'État à la Maison-Blanche avec le Premier ministre australien, qui est d'ailleurs joué par le comédien australien qui vient juste de mourir, là, dont le nom m'échappe, et celui qui jouait dans Nip Tuck. Là. Julian McMahon. Exactement, voilà, tout à fait, Julian McMahon. Et en fait, pendant ce dîner d'État, dans les étages, eh bien,
il y a un meurtre, et c'est le meurtre de l'huissier en chef de la Maison-Blanche. Et donc, on va découvrir pendant toute la série les rouages de la Maison-Blanche et s'apercevoir que, comme toute maison, les choses ne sont pas si bien huilées que ça et qu'il y a surtout beaucoup de problèmes à régler au quotidien. Et l'enquête est menée par évidemment une drôle de détective qui est ornithologue à ses heures perdues, mais en l'occurrence, elle passe presque la moitié de la série à observer les oiseaux, ce qui est assez drôle. Ce qui, moi, m'a fait songer à Olivier Messiaen, qui était compositeur et ornithologue, évidemment. Et puisqu'on parle de Messiaen, la musique aussi est pas inintéressante, parce qu'elle réside essentiellement, enfin, elle est basée essentiellement sur une composition de quatuor. Alors, c'est de quintet, plus exactement. C'est soit un quintet de jazz, soit un quintet beaucoup plus classique, piano et quatuor à cordes. Et on est vraiment dans un jeu permanent entre les ambiances qui correspond assez bien à la série. Et le compositeur qui est derrière ça est un compositeur en fait pas inintéressant, parce que c'était le premier, il s'appelle Mark Mothersbaugh, ça a été le premier compositeur de Wes Anderson. Thierry Lhermitte retombe sur ses pattes. Oui, forcément. Avant qu'Alexandre Desplat récupère la quasi-exclusivité de Wes Anderson, c'était Mothersbaugh. Et ce qui est amusant, c'est que le quintet, c'est aussi la formation de prédilection d'Alexandre Desplat, qui a d'ailleurs son propre quintet, le Traffic Quintet, et qui a beaucoup composé avec cette formation-là pour le cinéma. Donc vous voyez que tout peut être un petit peu lié. Un peu la musique. Et puis, puisqu'on parle de Wes Anderson, un petit mot, et puisqu'on parle de série, sur une série qui cette fois-ci parle vraiment de l'univers de la musique classique. Alors elle n'est pas neuve, elle date d'il y a maintenant une bonne dizaine d'années, ça s'appelle Mozart in the Jungle. C'est l'adaptation en fait des mémoires de la oboïste, enfin une ancienne oboïste du New York Philharmonic. Et donc pendant 4 saisons, il y a eu 4 saisons, on suit les tentatives de cet oboïste pour rentrer dans l'orchestre et puis son entrée dans l'orchestre, au moment où débarque un chef ultra charismatique qui s'appelle Rodrigo, mais qui est en fait une espèce d'adaptation à l'écran de Gustavo Dudamel, bien sûr. Et ce qui est assez savoureux, c'est que Gustavo Dudamel, à l'époque où le livre a été écrit et où la série ensuite a été tournée, il était en poste à Los Angeles, mais il arrive à New York là dans une saison. Donc voilà, donc l'autrice. La réalité rejoint la fiction. Et l'autrice celle qui a écrit ses mémoires, la oboïste qui a écrit ses mémoires et qui est à l'origine aussi partiellement de la série, malheureusement, on n'aura pas pu voir cette drôle de coïncidence parce qu'elle est décédée il y a 2 ans. Mais voilà, c'est une série bien faite pour le coup, vraiment très bien faite. C'est très américain, mais très bien faite sur le monde de la musique classique. Et c'est Gaël Garcia Bernal qui joue le. Exactement, tout à fait. Voilà, bien sûr, qui avait joué Guevara jeune. Tout à fait. Et qui est sur Prime Video. On reste sur les séries avec vous. Pascaline Potvin. Oui, alors toujours sur Netflix, une série à voir parce que si on a envie d'être dans une tonalité polar cet été, Les Dossiers oubliés. Donc c'est sur Netflix, c'est anglais, c'est une adaptation anglaise de livres de polar écrits par le Danois Jussi Alder Olsen. Je ne parle pas danois. Vous excuserez mon accent. Ça a déjà été adapté, je crois, en Scandinavie, mais là c'est... Ça s'appelle Department Q en anglais, c'est pas... Voilà, c'est ça. Q Department. Voilà, c'est ça. Et donc il s'agit d'un flic qu'on voit à l'écran, qui est joué par l'excellent Matthew Good, qu'on a pu voir dans Downton Abbey, dans The Crown... mais qu'on ne voit pas assez. C'est vrai le genre d'acteur dont on se dit... Il joue C.S. Lewis face à Anthony Hopkins dans Sigmund Freud. Voilà, mais c'est vraiment le genre d'acteur dont on se dit, je l'ai vu, je le connais, je l'aime, mais je ne sais pas comment il s'appelle. Et donc voilà, là c'est l'occasion de se rappeler son nom. Il joue le rôle d'un flic... Cabossé. Cabossé, c'est le cas de le dire. Cabossé et puis pas aimable en plus. Vraiment là de son métier. Traumatisé aussi, parce que la scène d'ouverture... est une scène très choquante où on voit qu'il a quand même, il en a bavé, c'est le cas de le dire, et qui se retrouve, mais c'est un flic efficace, comme souvent le flic de fiction, efficace, cabossé, assez imbuvable, torturé, mais virtuose. Et que l'on retrouve à la tête d'un département de cold case, d'affaires oubliées, qu'il doit résoudre. Ça va permettre de montrer tous les dysfonctionnements aussi que peut avoir le système judiciaire, policier anglais. Ça va mettre à jour à travers les histoires qu'il va traiter, des histoires de violences sexistes, des histoires de complots, des histoires de
de corruption aussi. C'est assez classique. Mais c'est vraiment enivrant parce que il y a vraiment ce côté très poisseux, très noir, qui contrebalance bien avec le soleil estival des fois, parce que c'est complètement haletant. Plus on regarde, plus on a envie de savoir ce qui se passe. 9 épisodes. Et parce que c'est toujours pareil avec les séries anglaises, c'est que même quand c'est classique, c'est redoutablement bien écrit, bien dialogué surtout, et très bien joué. Voilà. Et dans le genre série anglaise, bien écrite et bien dialoguée et bien jouée. Voilà, Douglas is Cancelled, qu'on peut voir sur Arte. Là, c'est très court, c'est 4 épisodes, je crois, avec l'acteur dont le nom m'échappe, mais Hugues Bonneville, voilà, qui jouait le patriarche de Downton Abbey, qui joue là un présentateur de série télé. De journal télé. De journal télé, oui, pardon, de série télé, de journal télé, très aimé des téléspectateurs, très bon père de famille, ce qu'il est aussi dans la vie. Un jour, bad buzz, une vidéo, un anonyme ressort d'une vidéo sur Twitter de lui un peu éméché lors d'un mariage où il fait un commentaire sexiste ignoble, vraiment à rebours de sa personnalité. Et là, que va-t-il se passer ? Ça nous donne... En fait, ce qui va se passer surtout, c'est qu'il est épaulé quand il présente le journal par une jeune femme, beaucoup plus jeune, jolie, ambitieuse. Elle, qui est au fait des réseaux sociaux, va lui proposer de l'aider. Et là... Mais si, on peut spoiler. Elle l'aide en retweetant... Eh oui, mais il y a quand même tout un débat, retweeté, pas retweeté. Ça nous dit beaucoup, en fait, de ce que peuvent... En disant que c'est pour l'aider. En disant que c'est pour l'aider. Oui. Mais ça nous dit beaucoup, justement, on l'aura compris, de la façon dont les réseaux sociaux sont différents, sont une arme ou un baume, ou peuvent venir à votre secours selon la façon dont ils sont manipulés. La façon dont aussi, selon dont ils sont manipulés, ils peuvent détruire, briser une vie, une carrière, mais aussi... mettre en lumière des choses que trop de gens voulaient laisser sous le tapis, peuvent faire vraiment fonction de lanceurs d'alerte. Ça nous dit beaucoup sur le sexisme, sur les médias, et ça dit beaucoup sur aussi le choc de 2 générations, sur tous ceux et celles qui n'ont pas compris, des femmes qui ont dit moi j'ai été harcelée au travail par un homme ou quelqu'un qui était en position de pouvoir, je n'étais pas en mesure de dire non. Et donc ils disent mais on peut toujours dire non. Quand la position de pouvoir existe, ça crée l'emprise, on ne peut pas. Et là, il y a des scènes redoutables qui vraiment permettent de comprendre comment ça se passe et pourquoi on ne peut pas dire non. Tout ça, là, ça a l'air très grave, très noir, ce que je dis. Tout ça avec beaucoup mais tout ça écrit avec beaucoup d'humour, beaucoup de justesse. Et on passe vraiment de scènes de comédie pure où les personnages sont mi-grotesques, sont grotesques, ridicules, à d'autres moments où d'un seul coup, en une réplique, ça devient complètement glaçant. Et là, ça, c'est tout l'humour, tout le talent de l'écriture anglaise. Et c'est vraiment une bonne série à rattraper cet été. Et encore sur Arte, la série Kerrer aussi. Moi que j'ai beaucoup aimé, ça a été un vrai choc. J'ai découvert ça, une série espagnole, en fait, en 4 épisodes, qui part d'une famille espagnole, tout ce qu'il y a de plus normal. Et en fait, tout d'un coup, Myrène, l'héroïne, au tout début de la série, fait ses bagages, part et dénonce son mari au commissariat pour viol conjugal. Et là va s'enchaîner une série de découvertes par rapport justement à cette famille qui explose, les 2 enfants qui ne comprennent pas que leur maman se mette à vitupérer contre le papa, et puis après la scène de procès, l'homme qui effectivement est patron au-dessus de tout soupçon, ne comprend pas pourquoi sa femme se retourne contre lui, et progressivement au fil de ces 4 épisodes qui sont assez glaçants aussi, on va parfaitement piger finalement, et on va découvrir l'envers du décor de cette famille espagnole qui ressemble à de nombreuses familles dans le monde. Et vraiment, le mot querer, en fait, en espagnol, veut dire à la fois amour et à la fois volonté. Ouais. Et il va falloir à la fois de l'amour et à la fois de la volonté pour cette héroïne, pour montrer ce qui est immontrable, en fait. Et c'est une vraie prise de conscience, c'est très bien fait, les dialogues sont formidables, les scénaristes ont vraiment travaillé, je crois, sur des archives très... Voilà, ils ont compulsé un nombre incroyable d'archives. C'est une série qui nous a vraiment... j'ai vu ça avec ma femme, on est sorti sonné, et en même temps, voilà, c'est une série qui fait œuvre utile, parce que c'est important de prendre conscience de tout ça. C'est sur Arte. Gardez la parole, on va passer au grand écran. Oui. Qu'est-ce que vous nous conseillez là pour cet été? Par exemple, déjà sortis ou à sortir? Alors,
il faut rattraper, si vous ne l'avez pas déjà vu, Enzo, qui est l'ultime film de Laurent Cantet, réalisé par Robin Compillot, son grand ami. Voilà, c'est un film que j'ai trouvé formidable sur l'adolescence. L'adolescence est un chantier ô combien compliqué. Et là, en fait, dans une famille... Sans le véhicule. Complètement. Une famille qui vit à La Ciotat, une famille assez aisée. Tout d'un coup, le fils est en rupture de banc, il décide de devenir maçon dans un chantier. Et le père ne comprend pas ce qui se passe. Et Élodie Boucher, qui joue la maman aussi, est complètement éberluée par la décision de cet adolescent de 16 ans. Et progressivement, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et le film est parfaitement juste. Il est émouvant. Franchement, c'est un très très beau film. Et je recommande ce Enzo de Laurent Cantet. Et puis c'est vrai que c'est l'occasion de découvrir ce jeune homme qui s'appelle Éloi Pohu et qui est d'un naturel et en même temps d'un mystère formidable. Voilà, c'est la petite pépite que j'ai découvert au Festival de Cannes. Et puis Rapace aussi, je crois. Alors Rapace, moi j'adore ça. Alors voilà, là aussi c'est un film français, c'est le deuxième film de Peter Doorensis que je ne connaissais pas, avec Samy Bouajila et la petite Mallory Vanek. C'est un journaliste qui travaille pour détective, qui est un petit peu le type qui déterre toutes les affaires un peu sordides, voilà, entre Grenoble et alors plus c'est crapoteux, mieux c'est. Et en fait, sa fille, qui est jouée par Mallory Vanek, qu'on avait découvert dans L'Amour ouf, devient stagiaire dans son journal. Et puis finalement, elle va l'accompagner lors de ses reportages. Elle va essayer de découvrir avec lui. Puis en fait, en réalité, c'est un père absent. Donc en fait, elle essaye de rattraper le temps perdu. Et en fait, ils vont découvrir un cas intéressant, une jeune fille disparue qu'on retrouve dans un champ, morte, défigurée à l'acide. Et en fait, son enquête, progressivement, parce que lui, évidemment, il met le nez là où les flics ne mettent pas les pattes, va l'amener vers des découvertes absolument terribles. Et notamment, toute la fin du film est absolument haletant, on dirait du Spielberg, c'est absolument remarquable. C'est la fille et le père dans un resto de nuit, un resto-route, où tout d'un coup, dans ce périmètre spécifique, avec de la CB, des routiers et des meurtriers, ils sont pris en traque. Et là, c'est la fin, c'est une fin extraordinaire, c'est un morceau de cinéma. Quand vous en parliez au début, on a l'impression de revoir le Dominique Moll, femme assassinée. La nuit du 12. La nuit du 12, oui, alors à côté de Grenoble. Au début, on est un petit peu là-dedans, mais... On ne saura jamais qui a... non, là, on sait. Là, on va savoir. Ouais. Bon, et l'été, c'est la saison des blockbusters, là, qui est... oui, alors on commence par le F1. Superman. Non F1. Ah bah alors F1, allons-y, Brad Pitt en pole position. Voilà, non. Il faut le voir ou pas? Moi, j'adore ça, ouais. Vas-y, Stéphanie. Ah non, mais Non, mais c'est Joseph Kosinski qui est un très bon réalisateur, qui avait fait Oblivion, qui a fait Tron l'héritage et qui a fait évidemment le fameux Top Gun Maverick, qui effectivement applique son savoir-faire à la aux courses automobiles. Et donc là, en fait, nous avons droit au retour de Brad Pitt qui sait soigner quand même ses retours. Il fait pas beaucoup de films. Il n'est jamais vraiment parti en même temps. Voilà. Mais quand il revient fort. Et donc là, c'est une histoire d'un vieux coureur automobile qui a été... on dirait Michel Vaillant. Un peu, c'est vrai. Mais sauf que Michel Vaillant, il n'est jamais parti non plus. Voilà, c'est bien ce que je dis. Et donc, en fait, voilà, il fait son tour en Formule 1. C'est son vieux copain Javier Bardem qui lui propose un baquet en Formule 1 pour rattraper, évidemment, une écurie qui part complètement à volo. Et en réalité, c'est plus un western qu'un film de Formule 1, parce que voilà, on est plus dans tous les codes du vieux Lanson Cowboy qui va revenir, qui va chevaucher sa Formule 1, ses 850 chevaux, et qui va remporter... Enfin, bon, voilà. Donc pas mal, les 850 chevaux chevauchés, pas mal. Pour une écurie qui va remonter la pente. Ah oui, bravo. Voilà. Donc non, le film est vraiment formidable. Il est déjà, je crois, 2 millions d'entrées. Oui, voilà. Et ce qui est super, c'est qu'à la manière de Top Gun Maverick, on voit là que c'est Brad Pitt qui conduit. Oui, exactement. Comme Tom Cruise pilotait son avion de chasse. Donc il y a vraiment la volonté immersive, déguisée en Formule 1. C'est ça. La magie du cinéma.
Stéphanie, d'autres films là, je sais qu'avec Olivier, on partage le même amour pour Superman. Ah oui, oui, oui. Qui est vraiment... j'avais vraiment des enfants tous les deux. Non, mais j'avais beaucoup d'appréhension personnellement. Bon, j'ai confiance en James Gunn, donc je me disais, voilà, le gars est complètement décalé, fou, drôle, inclassable. Si il devient le patron à Christopher... Chien. Crypto, parce que finalement... Oui, il y a un super chien, pour voir Superman pour voir un chien. Il y a un super chien. Je vais y aller. Pascaline, c'est votre journée. C'est très marrant. C'est son chien. C'est le sien. C'est en fait James Gunn. Le chien de James Gunn. Alors qui, effectivement, dans les années 50, tout l'univers DC Comics et tous les créateurs de Superman s'étaient amusés à créer toute une famille, et y compris ce Crypto, ce fameux chien. Et là, en fait, c'est un chien tout fou qui va effectivement, c'est l'agent du chaos dans le film. Et l'agent de l'humour aussi. C'est très rigolo. Mais en fait, c'est compliqué de rendre hommage à un personnage qui est le tout premier des super-héros, qui est né en 1938 et qui répondait évidemment à l'époque à la menace et la montée d'Adolf Hitler et la montée du nazisme. Donc comment, avec un personnage aussi vieux, réussir à faire quelque chose de neuf? Et en fait, tout simplement en le traitant, voilà, parce que le problème, c'est Superman, c'est un boy scout, c'est un type gentil, il a la gentillesse en lui. Comment voulez-vous rentrer en 2025 un peu vous, affriolant un personnage gentil. Comment faire de la gentillesse quelque chose de sexy? Eh bien, il y arrive. Il y a cette scène incroyable où il sauve un écureuil. Oui, voilà. Non, mais voilà. Je vais définitivement y aller. C'est pour moi. Vous êtes débordé. C'est pour moi. En même temps, James Gunn nous a offert un raton laveur dans Tous les Gardiens de la Galaxie, qui était lui aussi l'agent du chaos et de l'humour. Et c'est quelqu'un qui a fait quand même un film sur la plein de bienveillance, qui est plein de joliesse, qui est très rigolo et qui effectivement remet en selle un vieux personnage. Mais à propos d'humour et de vieux personnages, Jurassic World, on est un petit peu dans ce créneau-là aussi. Ça commence à une franchise qui a une trentaine d'années. Non, mais c'est pas un reproche, mais avec quand même de l'humour, parce que tout ça n'est pas très sérieux, ces grosses bébêtes en 2025. Ce que j'ai aimé là, c'est qu'on est plus proche de Jurassic Park que Jurassic World. Il ranime le côté merveilleux qu'avait développé Spielberg, le premier Jurassic Park de 93. Il est clairement en admiration. Enfin, il y a plein de clins d'œil. Et Scarlett Johansson, elle tient le rôle sur ses épaules parfaitement. Oui, ça pourrait être une autre actrice aussi. Moi, oui, bien sûr que ça pourrait être, mais elle est très bien comme ça. Moi, j'aime beaucoup Mahershala Ali, l'acteur qui joue le pilote de bateau, qu'on avait vu dans Moonlight, qui avait été nommé ou qui avait gagné l'Oscar dans Moonlight. Mahershala Ali, je crois. Il est vraiment exceptionnel, cet acteur. Non, mais il y a plein de morceaux de bravoure, effectivement, qui sont réjouissants. Voilà, c'est un blockbuster estival pour la famille. Très généreux. Oui, voilà. Et puis, mais bien cadré quand même. On est servi. Et puis, c'est l'été, vous êtes sur le plateau, Stéphanie Belpech, donc forcément, il y a des films d'horreur à nous vendre. Oui, mais il y en a surtout un de saison qui s'appelle Dangerous Animals, de l'Australien Sean Byrne. Et évidemment, c'est un film de requin. Il y a encore des animaux, mais c'est pas possible. Mais en été, on a tous envie d'aller voir un film de requin. Évidemment. Et après, on va se baigner dans la foulée. On avait déjà eu les 50 ans, c'est les 50 ans de la mer. C'est ça. Absolument. Alors, c'est pas fait exprès, effectivement, la sortie concomitante, mais je pense qu'il en est très content. Ça lui fait une super publicité. Et le pitch est absolument incroyable. C'est une surfeuse. Une surfeuse. Donc, déjà, on se dit, le danger, il est là. Donc, elle va partir sur sa planche. Et en fait, non, le double effet qui se coule, c'est qu'elle se fait enlever par un tueur en série qui possède un bateau et en fait qui jubile à donner en pâture au requin qu'il va appâter évidemment au préalable toutes les jeunes femmes qu'il enlève. Et il les filme, donc ça fait des snuff movies, voilà. Et en fait, au début, on se dit, mais c'est complètement n'importe quoi. Mais en fait, c'est vachement bien parce que ça se renouvelle constamment. Et c'est énormément d'énergie et de rebondissement dans le scénario parce que, enfin, voilà, c'est un huis clos sur le bateau. Donc on se dit, au bout d'une demi-heure, on va voir le temps passer. Pas du tout.
Donc vraiment, c'est une super... Ouais, ça renouvelle le genre du film de on a vu les requins Sharknado, là, les requins dans la tornade. Maintenant, on a requins et tueurs en série. mais Sharknado, c'était drôle. Mais c'est drôle. Mais c'est drôle. C'est devenu culte. C'est quand même... Mais le requin se renouvelle sans cesse. Ah bah oui, mais le film de requins, il n'y a rien à faire. Hein. Ils ont écrit des thèses dessus. Depuis 1975 et Jaws, Les Dents de la Mer de Spielberg, qui a mis en route ce point de départ. C'est fou, quoi. Et d'ailleurs, là, c'est pas si explicite que ça, c'est pas si gore que ça. Je pense qu'il a aussi retenu la leçon de Steven Spielberg où, effectivement, c'est plus la mise en scène qui fait plus peur, effectivement, et la perversion du personnage principal. Et sinon, il y a 2 autres pépites indépendantes. En effet, parce que là aussi c'est un film indépendant, fait avec peu d'argent. Et il y a 2 films indépendants américains que je voudrais citer parce que vraiment ça vaut la peine. C'est de très bon niveau aussi. Ouais. Et le premier c'est Together de Michael Shanks. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas c'est l'histoire d'un couple. Donc évidemment tout est métaphorique, mais très physique dans le film, qui va fusionner. Mais fusionner, c'est-à-dire, je me rapproche un peu de vous, Jean-Christophe. Non, pas trop quand même. Et d'un coup, il y a la peau qui commence à coller. Donc, on peut imaginer toutes les sortes d'outils qu'ils peuvent utiliser pour essayer de se séparer. Donc, mais après, voilà, c'est une métaphore sur le couple. Bien sûr. Voilà. On est parti s'installer à la campagne, on a renoncé à nos ambitions professionnelles. Est-ce qu'on est fait l'un pour l'autre vraiment? Est-ce qu'on va se marier ou se séparer? Enfin, voilà, ça brasse des questions comme ça, mais honnêtement, c'est assez jusqu'au boutiste. Et donc, très radical, et j'étais étonnée de cette proposition. D'accord. Et le dernier, c'est Substitution, de Danny et Michael Philippou, qui avaient fait La Main. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, c'était extrêmement malaisant. Et là, c'est un peu pareil. Bon, d'accord. Non, mais c'est vraiment très bien. C'est un frère et une sœur orphelins qui vont devoir aller en famille d'accueil en attendant qu'ils soient majeurs. Et donc, ils arrivent chez une femme interprétée par Sally Hawkins, qu'on ne voit trop peu, parce que c'est vraiment une super actrice. Et là, c'est pas une maison plutôt hospitalière. Donc, merci Stéphanie pour ces recommandations. Je vous en prie, mais franchement, vous ne serez pas déçus. Les surfroids, l'été, le canicule, c'est bien. C'est ça. Allez, on tourne la page, c'est le cas de le dire. On passe au livre. Il nous reste 6 minutes pour évoquer quelques lectures. On commence avec vous, Pascaline. Ouais, quelques polars, parce que je vais rester dans mon envie de polar de l'été. Et je vais rester dans ma passion bestiole. Vous l'aurez tous deviné. Non, mais ça me faisait penser à cette histoire de requin, parce que la punchline du film disait les requins ne sont pas ceux qui sont les plus dangereux. Et là, il y a un polar aussi qui parle de ça, sur le fait que les fauves ne sont pas les plus dangereux. Un polar de Stéphanie Artarid qui s'appelle On ne mange pas les cannibales, qui raconte l'histoire d'une jeune fille, une adolescente qui s'appelle Bambi, qui grandit dans une misère noire, dans une violence mais indicible. C'est horrible ce qu'elle vit. Et elle va s'enfuir et trouver refuge dans un zoo. Donc là, au contact des fauves, des bestioles, des bêtes de tout poils et plumes, elle reprend goût à la vie au contact des soigneurs, personnel du zoo aussi. Sauf que son passé va la rattraper via une autre bête féroce. Et que voilà, il va falloir lutter contre ce passé, contre cette bête féroce. Et le livre joue vraiment sur qui est-il de plus féroce, l'animal ou l'homme. Et c'est un livre très sensuel où on entend vraiment le bruit des fauves, on sent l'odeur du sang, on sent vraiment la tension comme ça, la chair de poule sur la peau. C'est vraiment un polar très réussi. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi un polar qui s'appelle On ne sait rien de toi, de Fabrice Tassel. Ouais. Où là, c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Charles, qui est un directeur de l'IGPN, donc la police des polices, donc un grand flic bien sous tout rapport, qui gère sa vie, sa famille, sa femme avec la même exigence de droiture, sauf que cet homme qui devrait être transparent en tout point cache de lourds secrets qui un jour vont être débusqués par son épouse. Et le livre est intéressant parce qu'il joue aussi sur une temporalité. Il nous balade en fait entre 3 époques, je crois. Et donc on voit comme ça l'histoire se reconstituer tel un puzzle entre 3 époques.
Et c'est à la fois une histoire très intime, une histoire de famille, de couple, et un thriller, donc c'était très bien. Et pour finir, Toutes les nuances de la nuit, cette fois un thriller américain de Chris Whittaker. Là, c'est un adolescent qui disparaît dans une petite ville du Missouri dans les années 70. La ville est complètement désemparée, plus personne ne sait quoi faire. C'est sa meilleure amie, une adolescente elle aussi, qui elle va continuer à enquêter. Et là, l'histoire va se dérouler sur une trentaine d'années. Et c'est vraiment un livre très envoûtant. On est dans cette petite ville, on plonge comme ça dans les secrets qu'elle referme. Et c'est vraiment un roman envoûtant sur les traumas de l'adolescence et sur la résilience possible ou pas après ces traumas. Ça se passe dans les Orzac. Il y a beaucoup de polars noirs, de polars ruraux qui se passent dans cette région. Rapidement, Thierry. Très vite. C'est pas un polar. Pour que Olivier ait un peu de temps pour nous parler de bande dessinée. Oui, tout à fait. Non, c'est pas un polar, c'est pas une franchise et ça parle pas de requins, mais ça se lit comme un polar. Ça nous parle quand même de Carmen, qui est une des plus vieilles franchises de l'opéra, 150 ans. Et puis ça nous raconte comment, quand on est une chanteuse d'opéra dans la deuxième moitié du 19e, on évolue dans ce monde de l'opéra, qui est un peu un monde de requins quand même. Ça s'appelle Et Célestine Galli mariée créa Carmen, et ça nous raconte qui était cette femme, la toute première interprète du rôle, qui était beaucoup plus qu'une interprète, parce qu'en réalité, elle a fait réécrire, elle a complètement remodelé l'opéra, elle a fait réécrire à Bizet 13 fois la Baenera, et c'était une jeune femme absolument incroyable, qui en réalité a passé toute sa vie à jouer des rôles de bohémienne. Voilà, donc on apprend plein de choses, c'est absolument passionnant, et c'est Patrick Taïeb, qui est à la fois musicologue, historien, qui a écrit ça. Chez Actes Sud. Allez Olivier, vous avez 3 minutes et 3 BD, donc ça tombe bien. Moi j'adore Les Gorilles du Général. Voilà, Les Gorilles du Général de Xavier d'Horizon, grand scénariste devant l'éternel, et Julien Tello, magnifique dessinateur. Effectivement, ça se passe en 1959. Le général de Gaulle revient en pleine crise algérienne et on lui attribue 4 gardes du corps. Et c'est ces 4 gardes du corps-là, ces 4 mousquetaires qui vont lui servir, et dont on va raconter l'histoire. Et c'est passionnant, c'est formidable. C'est une série qui se il y a 2 autres tomes à venir, je crois. Oui, voilà. C'est aussi fort que les Tontons Flingueurs, ou avec un petit côté un peu Sergio Leone. Non, c'est formidable, c'est très très bien. L'autre bande dessinée que j'aime beaucoup, c'est L'Or du Spectre de Xavier et Mats, dans la collection signée au Lombard. Ça, là aussi, c'est un mélange entre du polar et du western. Voilà, c'est un type un braqueur qui sort de prison après 5 années. Il est attendu par sa copine, et en fait, lui, il n'a jamais parlé, mais il a enterré un trésor dans une magnifique ville abandonnée. Mais visiblement, il n'y a pas que lui qui sait où est ce trésor, et un spectre les attend. Voilà. Et puis c'est au Lombard. C'est au Lombard. Le premier, c'est Casterman. Et là. Et voilà, Casterman, Lombard, et le dernier, c'est Dargaud, parce que voilà, je brasse aussi. Très bien. Et on parlait de l'IJPN et des flics. Et c'est à l'intérieur de Mathieu Sapin, qui raconte en fait, entre police, gendarmerie, opération spéciale, la façon dont Mathieu Sapin, reporter en bande dessinée, a passé 5 saisons à l'intérieur du ministère de l'Intérieur, tout dans les coulisses. Alors, la première séquence est formidable, parce qu'en fait, il se retrouve vêtu de pied en cap pour assister à une manif de la réforme de la retraite. Et alors lui, qui est tout petit et qui se dit mais qu'est-ce que c'est, et il se retrouve déguisé en flic, voyant l'amas de manifestants qui se dirigent vers lui, et c'est les Black Blocs et tout, et c'est remarquable. C'est très très bien, c'est très amusant, et en même temps c'est très très judicieusement fait. Voilà. Et pour terminer en BD, je rappelle que je vous annonce que cet été, tout l'été, d'ailleurs vous allez superviser ça, Olivier Delcroix, une prépublication comme on a l'habitude dans le Figaro Magazine. Cette année, c'est les nouvelles aventures de Guy Lefranc. Voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup, en fait, qui a été inventé par Jacques Martin en 1952. Lefranc, c'est le journaliste type du Globe. Et là, cette fois-ci, avec Roger Setter au scénario et Régric au dessin, il décide de partir pour une régate. Donc c'est un album à la fois estival, là aussi on va être dans les embruns, mais évidemment il va se passer plein de trucs. Et c'est chez Casterman, et il sortira à la rentrée en 17 septembre, mais vous pouvez le lire tout l'été dans le Figaro Magazine. Merci beaucoup à tous les 4 pour ce dernier Club Le Figaro Culture de la saison. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès le mois de septembre pour une 4e saison. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine et un très bel été.